On pense souvent à l'histoire comme une succession d'événements, bien distincts les uns des autres. Mais en réalité, c'est plutôt un jeu de dominos. Aujourd'hui, on va voir comment la fin de la Première Guerre mondiale, cette paix qu'on espérait finale, a en fait tomber le tout premier domino d'une chaîne qui allait mener à une guerre encore plus terrible. C'est une histoire de cause à effet qui montre à quel point une paix mal négociée peut être dangereuse. Allez, on remonte le fil. Pour commencer, il faut partir de ce chiffre, 10 millions. C'est le nombre de soldats tués pendant la Première Guerre mondiale. C'est un chiffre tellement énorme, tellement abstrait, mais il faut imaginer le traumatisme que ça représente pour tout un continent. Ce n'est pas juste une statistique, non. C'est une cicatrice béante qui va influencer absolument toutes les décisions des 20 années suivantes. Et puis, il y a ceux qui sont revenus. Pour eux, la guerre n'était pas finie. En France, on leur a donné ce nom terrible et tellement juste, les gueules cassées. Des hommes au visage défiguré, des symboles vivants de la violence de la guerre. C'est ça le vrai visage de 1918, une souffrance bien réelle qui va façonner l'après. C'est donc dans ce climat de deuil, de ruine, qu'on tente de construire la paix. Et c'est là que le premier domino est posé, un domino bien fragile, le traité de Versailles. Signé en 1919, ce traité n'avait pas pour but de réconcilier, mais bien de punir, de faire payer le vaincu. Et le vaincu, c'est l'Allemagne. Les conditions qui lui sont imposées sont d'une sévérité incroyable. On la déclare seule responsable du conflit. Résultat, elle perd des territoires emblématiques, comme l'Alsace-Lorraine, elle est forcée de se démilitariser, et surtout, elle est condamnée à payer des réparations de guerre absolument colossales. C'est plus qu'une défaite, c'est une humiliation nationale. Et au milieu de toutes ces sanctions, il y a une décision qui, sur la carte, peut paraître technique, mais qui va avoir des conséquences dramatiques. Pour donner à la Pologne un accès à la mer, on crée le couloir de Danzig. Le problème, ça coupe l'Allemagne en deux. Cette petite bande de terre va devenir une obsession et l'un des prétextes directs du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La mèche était allumée. Du côté allemand, on ne parle d'ailleurs jamais de traité. Le mot qui s'impose, c'est le Diktat. Une paix dictée, imposée par la force. Ce sentiment d'injustice va infuser toute la société allemande et nourrir une soif de revanche qui n'attend qu'une occasion pour exploser. On a bâti la paix sur un volcan de colère. Et voilà le deuxième domino. Pendant que l'Europe se remet à peine de la guerre, une nouvelle puissance économique domine le monde, les États-Unis. Mais en 1929, tout s'effondre. Le crash de Wall Street, ce n'est pas qu'une crise américaine, non. C'est un véritable tsunami qui va balayer la planète entière. Et là, quand on regarde les dates, l'enchaînement est implacable. 1919, une paix humiliante qui crée un désir de vengeance. 10 ans plus tard, 1929, une crise économique sans précédent qui jette des millions de gens dans la misère. Et à peine 4 ans après, en 1933, un homme qui promet de laver l'humiliation et de régler la crise arrive au pouvoir. Pour l'Allemagne, déjà à genoux à cause du traité, c'est la double peine. La crise la frappe de plein fouet. Le chômage explose, la misère est partout. C'est le terreau idéal pour les discours extrémistes, ceux qui proposent des réponses simples à des problèmes complexes, et surtout, des boucs émissaires. C'est dans ce chaos que le parti nazi va prospérer. Mais l'Allemagne n'est pas un cas isolé. À l'Est, en Russie, la révolution de 1917 a elle aussi donné naissance à un régime radical. Et on va voir émerger deux systèmes, deux idéologies qui se détestent, mais qui vont se construire en miroir sur les ruines de l'ancien monde, le stalinisme et le nazisme. Alors, regardons-les de plus près. D'un côté, l'URSS de Staline, qui prend le pouvoir dans les années 20, avec l'idéologie communiste. De l'autre, l'Allemagne d'Hitler, qui arrive au pouvoir en 1933, avec son idéologie nazie. Deux nations, deux chefs, deux visions du monde totalement opposées, et pourtant, ils vont utiliser des méthodes étrangement similaires pour asseoir leur pouvoir. Le mot qui les relie, c'est totalitarisme. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? L'idée est aussi simple que terrifiante. L'individu seul, il ne vaut rien. Il n'existe que pour servir un projet plus grand que lui, que ce soit la société sans classe du communisme ou la nation basée sur la pureté de la race. La seule règle, c'est l'obéissance totale. Ok, ça c'est la théorie. Mais en pratique, comment ces régimes arrivent-ils à imposer ce contrôle absolu? Eh bien en créant un idéal, un modèle d'homme nouveau, et ensuite en utilisant tout un arsenal de techniques pour forcer la société à se conformer à ce modèle. Chaque régime a son propre idéal. Pour les communistes, c'est le prolétaire, l'ouvrier dévoué à la cause, symbolisé par des héros du travail comme Stakhanov. Pour les nazis, l'idéal est racial, c'est l'arien, grand, blond, aux yeux bleus. L'un est basé sur la classe sociale, l'autre sur la race. Mais dans les deux cas, le principe est le même, définir un modèle parfait et rejeter, voire éliminer, tout ce qui ne lui ressemble pas. Et pour y arriver, la méthode est presque identique.
D'abord, un culte du chef absolu, infaillible. Ensuite, on embrigade toute la population, dès l'enfance, dans des organisations de jeunesse ou de travailleurs. Après ça, on met en place une police politique pour traquer la moindre opposition. Et enfin, pour ceux qui résistent, il y a les camps, pour les rééduquer ou, plus souvent, les éliminer. Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe. Malgré toutes ces similitudes dans la manière de fonctionner, ces deux idéologies sont des ennemis jurés. Le nazisme s'est en grande partie construit contre le communisme, et le communisme voyait le fascisme comme son ennemi absolu. Ils sont comme le reflet inversé l'un de l'autre, et leur affrontement final semble inévitable. Et ça nous ramène à la question de fond. Toute cette période de l'entre-deux-guerres, ce n'est pas juste une succession de dates. C'est une terrible leçon qui nous montre comment un cocktail d'humiliation nationale et de désespoir économique peut pousser des sociétés entières dans les bras des idéologies les plus extrêmes. Une leçon qui, peut-être, résonne encore un peu aujourd'hui.